Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Proof of Useful Work. Préparez-vous au mal de tête. Préparez-vous au mal de tête. Allez, c'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du Proof of Useful Work. Alors c'est un domaine qui est très complexe, donc préparez-vous au mal de tête. Pensez avant quand même à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, hein. On sait jamais, hein, des fois qu'un truc comme ça vous plaise. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous aurez mes vidéos en avance. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo white paper, hein. On va regarder les différents white papers, comparer un petit peu avec ce qu'on entend de ci, de là, etc. Et puis je vais vous montrer aussi que le Proof of Useful Work, c'est pas quelque chose qui est nouveau, hein. C'est quelque chose qui date de 2013, peut-être même un petit peu avant, hein, puisqu'il y a déjà des travaux qui ont été effectués sur le sujet. Donc c'est un petit peu un idéal à atteindre. Alors quelle blockchain va être capable d'atteindre cet idéal ? On va le découvrir un petit peu dans cette vidéo. En tout cas, je vais déjà vous donner quelques éléments. Il y a un document, hein, donc, qui a été écrit par Felix Hoffman en 2022, hein, qui résume bien la situation des challenges qui attendent le Proof of Useful Work, hein. Alors on a, nous mineurs, on a tendance à s'imaginer que c'est un petit peu l'Eldorado du mineur, où on pourrait, je vous donne l'idée préconçue, hein, qu'on pourrait avoir, hein, où on pourrait d'un côté miner pour la blockchain et de l'autre côté louer entre guillemets ces rigs pour toutes sortes de calculs, voilà. Sachant que je vous rappelle que nous on utilise principalement des GPU. Or ce ne sont pas toujours les GPU qui sont les plus intéressants pour faire le Proof of Useful Work, hein, à moins qu'il y ait des traitements massivement parallèles qui doivent être menés. Là, le processeur il est quand même plus adapté pour la majorité des calculs, hein. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, hein, le Proof of Useful Work, hein. Voilà, il y a eu le Primecoin, hein. Donc je vais vous descendre les white papers rapidement, hein, de façon à ce que vous ayez pas trop mal à la tête quand même, hein. Moi j'ai un petit peu mal au crâne quand même, hein. Tu vois là il y a une petite formule, mais tu vois c'est rien du tout ça. Donc il y a déjà eu le Primecoin en 2013, hein, qui a été lancé par Sunny King, n'est-ce pas, King 13, qui était censé apporter déjà une solution pour faire toutes sortes de calculs mathématiques, voilà. Donc bon, ensuite on a eu le Coinami en 2016, hein. On a eu aussi le Coin AI en 2019, hein. Donc bon, il fonctionnait sur des méthodes différentes, hein. Chacun essaie de trouver la meilleure approche en fait au Proof of Useful Work, hein, parce que c'est quelque chose qui est quand même compliqué, sachant que le véritable Proof of Useful Work, c'est quelque chose qui doit pouvoir miner sur la blockchain, c'est-à-dire continuer de créer les blocs, hein, pour qu'ils soient validés par les nodes, et puis deuxièmement qu'ils puissent effectuer toutes sortes de calculs. Alors on va voir, hein, ensemble, hein, quel type de choses on peut calculer sur une informatique distribuée, hein, parce que c'est de ça dont on parle là, hein. On n'est pas sur une informatique classique, hein, on est sur une informatique distribuée. Alors on peut mettre ça en location pour de la recherche par exemple, hein. Ça c'est un des use cases, on appelle ça des use cases, hein. On peut utiliser ça pour de l'intelligence artificielle, évidemment pour entraîner des modèles, hein. C'est le cas de BitTensor par exemple, et c'est le cas prochainement de Dynex, où on va avoir droit à une implémentation de PyTorch. Donc PyTorch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une librairie en Python qui permet facilement d'accéder à des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, hein, mais voilà, donc le support de PyTorch, hein, c'est quand même majeur, hein, dans le monde de l'intelligence artificielle. Le support de PyTorch, c'est extrêmement bon signe, hein. C'est extrêmement bon signe parce que c'est ce que les développeurs utilisent, hein. Voilà, après on peut utiliser la blockchain, enfin on peut utiliser le Proof of Useful Work par exemple pour la détection de deepfake. Donc les deepfakes, c'est par exemple un texte qui a été produit par une intelligence artificielle. On veut savoir si le texte qu'on est en train de lire, il a été produit effectivement par une intelligence artificielle ou s'il a été produit par un humain, tu vois.
Donc il y a déjà toutes sortes de services comme ça maintenant qui existent en ligne, hein. Voilà, nous on avait eu l'idée avec mon frère de développer ça il y a quelques années déjà, parce qu'on sentait le truc venir. Après, c'est vrai que maintenant, il y a déjà des services qui le proposent, que ce soit au niveau de l'audio, c'est-à-dire de la voix, hein, par exemple, hein, que ce soit au niveau du contenu textuel ou des images, hein, en gros tout ce qui est média, hein, voilà. Ensuite, on peut imaginer une informatique distribuée en Proof of Full Work qui pourrait faire de la génération d'images, par exemple, hein, du rendu 3D, voilà, du rendu de scène 3D, par exemple, sur Maya, 3ds Max, Houdini. Si on réfléchit bien, dans ce domaine-là, il y a déjà des rendering farms qui existent. Donc est-ce que le Proof of Full Work serait intéressant pour cette approche-là? Je n'en suis pas sûr. Hein, je n'en suis pas sûr. Voilà, et puis enfin, on peut avoir une informatique distribuée de type streaming de jeux vidéo, comme on peut déjà l'avoir, enfin comme on l'avait sur Shadow, qui n'a pas fonctionné, je vous le rappelle. Hein, et voilà, vous allez voir que dans certains white papers, on s'approche de ce type de solution. Avec des Kubernetes, je sais pas si je prononce bien, j'arrive jamais à le dire ce truc, hein. Pardonnez-moi, hein. Mais voilà, on va voir qu'il y a différentes approches et que chaque blockchain est très différente et apporte une approche très très différente. Donc on va commencer par le white paper du Dinex, hein. Donc le white paper basique, hein, du Dinex, c'est celui-là. On n'y apprend pas grand chose, hein. On y apprend que voilà, ils veulent fonctionner sur un ordinateur de type neuromorphique. Donc en gros, ils émulent un ordinateur neuromorphique pour pouvoir effectuer des calculs qui sont massivement parallèles, hein, à la différence d'un processeur normal, l'architecture von Neumann, hein, où le processeur traite les informations les unes après les autres, hein. Même sur l'architecture ARM, hein, on a des opérations qui sont plus simples, mais qui sont traitées en parallèle, hein, mais voilà, il y a quoi, 10, 15, 20, 30 opérations, ça dépend des CPU, 64 peut-être. Voilà, donc voilà ce qu'il propose, quelque chose de scalable. Voilà, il y a très peu de détails sur ce white paper, hein. C'est plutôt un white paper d'humeur, hein, c'est-à-dire qu'il donne une vision. Par contre, ils ont un second white paper qui rentre beaucoup plus dans les détails et c'est très intéressant. Alors, je vais vous le résumer rapidement, hein, on va pas le parcourir ensemble, hein. Mais grosso modo, ce qu'ils proposent, c'est une émulation de circuits en fait, qui sont des memory stores. Et selon eux, ces memory stores seraient capables de stocker des informations et d'agir un petit peu comme des neurones. Hein, donc là, ils mettent le circuit, ils mettent des différents circuits, hein, qu'on peut voir. Hein, et alors, c'est vrai que l'informatique fonctionne comme ça, hein, elle fonctionne à base de circuits. Hein, donc, moi, je dis pourquoi pas. Hein, alors, on peut voir par exemple ici des exemples de circuits logiques. Et donc ces circuits sont émulés et avec ce type d'émulation de circuits et d'informatique distribuée, on pourrait obtenir des performances qui seraient supérieures à des ordinateurs quantiques. Alors voilà, tout ça c'est évidemment à prendre avec des pincettes. C'est possible que ce soit vrai, c'est possible que ce soit faux, on n'en sait rien. Le white paper est plutôt bien écrit, il est documenté. Moi je pense que ça reste mon avis personnel, hein. Moi je pense que c'est plutôt c'est très intéressant. Je trouve que l'approche de Dinex et le fait que on puisse avoir le support de PyTorch dessus pour entraîner des modèles par exemple. Tout le monde n'a pas une 4090 chez soi ou une ferme de 4090 chez soi pour entraîner des modèles, ni des processeurs A100. Hein. Donc faut voir la réalité en face, il y a beaucoup de développeurs qui vont avoir besoin de ce type de service, hein, clairement, hein, puisque l'intelligence artificielle, de toute façon, va être amenée à se démocratiser absolument partout, hein, dans l'informatique. Hein. Donc, vous voyez, le white paper, il est plutôt bien fourni. Alors, il y en a qui disent que c'est un scam à une époque, hein, on a eu droit à ça. Hein. Alors, je pense que ça venait, je ne sais pas, hein, mais on m'a dit, moi, que ça venait de la communauté Flux, hein, qui faisait en sorte que, voilà... Comme ils n'étaient pas les premiers, de toute façon ils ne sont pas les premiers, hein, puisque ça existait déjà avant. Hein.
Donc ils annoncent être les premiers à sortir le Proof of Useful Work, mais c'est pas vrai en vrai, hein. Ça existe déjà, il y a des tas de travaux qui sont effectués là-dessus. Je vous ferai voir à la fin de la vidéo un truc bien prise de tête, hein, sur une solution à base de vecteurs orthogonaux. Vous allez voir, c'est bien bien terrible, quoi. C'est bien terrible. Alors là, en plus, il nous donne un exemple de code qu'on peut intégrer ma foi, moi je trouve ça très convaincant. Je trouve ça très convaincant. Voilà, je pense que Dinex touche du doigt quelque chose, hein, sachant que en parallèle, Dinex permet quand même de miner sur la blockchain. Donc il fait les deux en simultané pour une consommation électrique qui reste relativement basse. Hein, voilà. Après, Dinex ne peut pas s'appliquer à tous les cas de figure que je vous ai donné tout à l'heure. Dinex va plutôt s'appliquer à des cas de figure où on a besoin de forte puissance de calcul et de calcul distribué. Hein. Ça peut être des calculs de météo, par exemple. Alors moi, j'y connais rien dans la météo, hein, mais j'imagine qu'ils ont déjà des simulateurs et des trucs comme ça. Hein, mais voilà, ça pourrait avoir ce type de débouché. Voilà, dans l'intelligence artificielle. Voilà, tout ce qui est machine learning, etc. Ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Alors, on va regarder maintenant Flux, ce que nous propose Flux. Alors, attends, il faut que je retrouve le white paper. Je sais pas où je l'ai fichu. Ah, le voilà. Le voilà, Flux. Donc, alors, Flux, leur white paper, il est très simple. Alors, déjà, je sais que ça n'a rien à voir, hein, mais moi, j'aime pas ce genre de présentation. Hein. J'aime bien les white papers qui sont présentés comme ça. Alors, c'est complètement con, hein, ce que j'ai dit, hein, mais voilà, moi, je trouve ça trop simple, quoi. Je trouve ça trop simple. Alors, donc il y a pas mal de choses dans leur white paper. On rentre pas du tout dans la technique, mais ils expliquent grosso modo comment ils souhaitent fonctionner. Donc déjà, ils donnent les use cases, hein, de leur futur produit, hein, parce que là, on parle vraiment de ça. Hein. Donc évidemment, l'intelligence artificielle, hein, avec le machine learning, cloud computing, etc., etc. Le rendering, donc voilà, tout ce qui est rendu d'images 2D et 3D. Hein. Mais bon, je vous rappelle qu'il y a déjà des rendering farms qui ont des prix déjà très compétitifs. Alors pourquoi ils devraient s'embêter à aller acheter du flux, etc. pour acheter ce genre de service? Je ne sais pas. Voilà. Et puis ensuite, on a le headless gaming. Hein, donc eux, ils proposent ce que proposait il y a quelques années le Shadow, une entreprise française, hein, qui permettait de jouer à distance, de louer des machines et de jouer à distance. Donc là, eux, ils promettent de pouvoir streamer des jeux, enfin streamer, c'est toi qui contrôles le truc, quoi, hein, en 4K, en VR ou en réalité augmentée, directement à distance depuis des GPU qui se trouveraient dans le nuage, hein, dans le cloud. Hein. Donc eux, ce qu'ils proposent, c'est une solution donc, qui est éprouvée, hein, on sait déjà comment ça fonctionne, ce genre de truc. Hein. Donc c'est en gros, on va utiliser des images Docker. Enfin, je vais essayer de pas trop rentrer non plus dans les détails, mais voilà, c'est en gros, c'est comme Google fonctionne comme ça. Voilà, dites-vous ça, Google fonctionne comme ça. Ils ont des Docker qui sont orchestrés par un orchestrateur. On appelle ça les Kubernetes. Et donc ça permet voilà, d'avoir une informatique distribuée, des GPU virtuels, etc. Tout ça à moindre coût. Donc c'est une solution qui est très intéressante. Mais est-ce que ils vont pouvoir intégrer l'algorithme Zell, c'est-à-dire l'algorithme de la blockchain, hein, en simultané? C'est pas ce que moi j'ai compris. Hein, c'est pas ce que moi j'ai compris. C'est-à-dire que ce serait un service, alors je me trompe peut-être, hein, ça serait un service qui serait à côté du mining classique. Alors, ils ont dans l'idée, on le voit un petit peu plus haut là dans le white paper, de remplacer le proof of work normal par le proof of useful work, mais dans un premier temps, le proof of useful work ne pourrait pas miner directement sur la blockchain. Soit il effectuerait la tâche à laquelle il est demandé, hein, soit il effectuerait du mining. Donc vous voyez là, on est vraiment sur quelque chose qui est différent. Ils utilisent une solution qui est déjà éprouvée. La grande question, hein, que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont avoir des clients pour ça? Est-ce qu'ils vont avoir des clients pour ça? Ils ont sorti Flux Cloud, donc avec du stockage.
Il me semble pas que ça ait un succès foufou. Ils ont sorti la partie WordPress. Donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de cette partie-là. Moi je m'attendais à quelque chose de plus professionnel. Là on est plus sur quelque chose vraiment grand public, mais est-ce que ça va vraiment intéresser le grand public? Je ne sais pas. Il me semble pas que ça ait un succès foufou. En tout cas moi sur mes smart nodes, et pourtant j'ai des smart nodes avec 12 scores, hein, Flux, je vois pas de site WordPress être déployé dessus, ni de base de données, et de choses comme ça, quoi. Je vois du pre-search souvent sur mes smart nodes, mais je vois pas de WordPress, quoi. Je vois pas de WordPress ni de nodes autres de blockchain et de choses comme ça, quoi. Alors ça doit exister, il doit y en avoir, hein, mais en tout cas moi de mon expérience personnelle je n'en vois pas. Donc tu vois, on n'est pas vraiment dans un cas de proof of useful work, puisque là on est plus dans un système de location de services. Avec à côté du mining pour la blockchain, donc soit Flux, soit une autre au final, hein. C'est-à-dire que grosso modo, de ce que j'ai compris de leur système, tu mines, quand il y a besoin de ressources, le mining s'arrête, toute l'infrastructure Flux va démarrer pour la location de ton matériel, et ensuite ça s'arrêtera quand il arrête d'être loué, et le mining repart, quoi. Après on verra bien combien ça rapportera, on n'en sait rien, hein. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas du tout sur la même gamme de produits que Dinex, par exemple, tu vois. Dinex, on a vraiment du proof of useful work, on a les deux en simultané. Alors là, c'est leur but, hein, ne vous y trompez pas, hein, c'est leur but, hein. Mais on a l'impression que dans un premier temps, ça sera pas le cas, quoi. Ça sera pas le cas. Donc bon, leur white paper est plutôt bien écrit, il est facile à comprendre, il est facile à lire, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, voilà, moi je demande à voir. Hein, je demande à voir. Dinex, on commence à voir des choses sortir qui deviennent de plus en plus intéressantes. Je vous rappelle que quand même pour tous ces services-là, parce que là ce sont des services, hein, il faut qu'ils trouvent des clients, tous ces gens-là, hein. C'est bien joli d'avoir ce type d'implémentation, etc. sur la blockchain, mais derrière, il faut quand même des gens qui mettent la main à la poche pour utiliser leurs services, hein. Alors, il y a déjà des services comme ça, par exemple, Vast.ai. Alors, ça fera l'objet d'une future vidéo, ça, Vast.ai, parce que je trouve leur service très intéressant. Grosso modo, c'est un market où tu peux louer à la demande ou de façon interruptible. Je sais pas comment on peut dire ça en français. Interrompable. Je vais pas trouver moi le mot. Voilà, où on peut louer des GPU à la demande, hein. Donc par exemple, je veux 8 3070. Tu vois, voilà, je veux des 3070, j'en veux 8. Tu vois, ah bah il y en a pas. Alors j'en veux 4. Voilà, tu vois là, il y a un rig de 4 3070 que je peux louer à 42 centimes de dollars de l'heure. Donc là, maintenant que je loue ça, je peux faire ce que je veux, quoi. Je peux voir le processeur qu'il y a dessus. Je peux voir quelle est la bande passante de la machine. Donc là, tu vois qu'il y a une bande passante de ouf. Donc si j'ai... alors, il faut savoir que les 3070, pour entraîner une IA, elles servent à rien. Elles n'ont pas assez de mémoire. Donc ça sert à rien, en gros, ces cartes-là. Je sais pas pourquoi les gens louent ça, mais en tout cas, si moi je devais louer quelque chose pour entraîner une IA, je louerais pas ce type de carte, quoi, tu vois. J'irais plutôt vers les 4090 ou voire plutôt des A6000, quoi, tu vois. Donc les A6000, elles sont à 52 centimes, et là je pourrais en avoir 4, tu vois, avec un processeur Xeon. Donc tu vois, il y a tout un marché quand même à côté qui existe déjà et qui rentre en confrontation frontale avec le futur proof of useful work. Donc je sais pas, Dinex, combien ils peuvent traiter de jobs en simultané, j'en ai aucune idée. Mais c'est clair qu'avec ce type de service, par exemple, si j'ai besoin d'entraîner des IA de façon vraiment intensive, j'en prends 8. Tu vois, j'en prends 8. Alors dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait des A100 dessus. Bon là, c'est que des épiques. Mais là, tu vois, on est à 4,20$ de l'heure, quoi. Donc ça, c'est quand même intéressant. Après, ce sont des cartes qui sont très chères, mais disons que pour des gens qui les ont déjà et qui en ont besoin, ils peuvent en plus les mettre à louer quand ils s'en servent pas, quoi. Mais voilà, tu vois, 8
8 RTX 4090, elles sont à 4,83$. C'est actuellement, ça fait partie vraiment des meilleures cartes pour faire ça. Alors, donc tu vois, le Proof of Useful Work va se confronter aussi à ce genre de problème. Donc est-ce que c'est vraiment l'Eldorado? Je ne sais pas. Dinex a une approche intéressante, très intéressante même. Flux a une approche qui est différente, mais qui est tout aussi intéressante. J'ai été un peu déçu avec Flux sur les derniers produits qu'ils ont livrés, le storage et la partie WordPress, je trouve que ça manque un peu de cohérence et de finition. Après, ça n'empêche pas que le produit est utilisable. On verra ce que donne le Proof of Useful Work sur Flux en réalité, en concret, ce que ça donnera. Il y en a qui disent qu'ils n'arriveront pas à intégrer la partie Kubernetes, etc., orchestration d'images Docker et de choses comme ça, avec l'algorithme Zell, l'algorithme du flux, quoi. Il y en a qui disent que ça risque d'être difficile et qu'ils y arriveront pas, quoi. Après, moi j'en sais rien, moi je demande à voir. Quand on regarde leur quand on regarde leur roadmap, on peut voir que voilà, ça suit son cours. Il livre plus ou moins dans les temps, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ils font ça avec une université de Genève, il me semble. Donc, on verra bien ce que ça va donner. On peut pas prévoir à l'avance. Pour l'instant, ça reste des white papers. On est encore dans l'abstrait. Bon, Dinex, on commence quand même à voir des choses en concret. Mais voilà, pour l'instant, ça reste quand même relativement abstrait. Et comme je vous l'ai dit déjà, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, on va finir par ça. Je voulais vous montrer ça. C'est un white paper, mais alors il n'est pas forcément lié à une crypto-monnaie, mais c'est le résultat d'une étude qui a été menée entre différentes universités, Columbia, Berkeley. Alors là, j'ai du mal à le lire. FI Arazi School of Computer Science, et puis le MIT. Donc c'est différentes personnes qui ont écrit ce document qui est alors. Il est un peu indigeste, je vous le concède, mais il parle du Proof of Useful Work et de la façon dont il pourrait être implémenté pour être rapide, efficient et puis qu'il puisse continuer de résoudre les problèmes qui sont liés à la blockchain, les problèmes du Proof of Work classique, Et donc ils utilisent eux un système mathématique à base de vecteurs orthogonaux. Alors on trouve la formule ici. Bon après voilà, ça reste un peu compliqué ce genre de choses, mais voilà, je trouve ça très intéressant aussi. Et on voit que c'est quand même un domaine qui est en recherche constante et que bon, même si pour l'instant on n'a pas encore vraiment de débouchés réels, à part le Dinex qui lui fonctionne, même s'il est toujours en cours de développement au final. On verra ce que ça va donner dans l'avenir. On peut voir que c'est quand même quelque chose qui est en cours de réflexion et de travail. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont relativement complexes, qui peuvent mettre du temps à sortir. On l'a vu ça avec les intelligences artificielles, ça fait très très longtemps qu'il y en avait qui travaillaient sur des intelligences génératives. Voilà, on commence à en voir la couleur maintenant, Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!